C'est vraiment la sortie du livre Antoine de Saint-Exupéry, une belle biographie par François Suchel, ici présente. Vous commencez peut-être déjà à connaître un peu dans les éditions Guérin-Paulsen, parce qu'il a déjà sorti pas mal de livres chez nous quand même. Ça commence un peu. Le premier c'était... Sous les ailes de l'hippocampe. Voilà, où tu revenais en vélo d'un périple chinois. Ouais. C'est ça, de Canton à Paris. Voilà. Après, il y a eu 6 minutes 23, parce qu'il faut dire que tu es pilote de ligne, pour ceux qui n'ont pas compris. Auteur, mais aussi pilote. Et après, il y a eu le serment de Piana. C'est ça. Et le Joker. Donc, c'est le 5e chez nous. Waouh! De plus en plus gros, hein. Et là, illustré, une belle version illustrée. Bon, tout le monde connaît Antoine de Saint-Exupéry, j'imagine. Bah oui, si vous êtes là, c'est parce qu'on partage un intérêt pour cette figure éminente du XXe siècle. Lorraine, est-ce que ça t'embête si je lis un petit... Ça t'embête pas? Non, pour commencer, en fait, je vais vous parler de Saint-Exupéry. Ça pourrait durer toute la soirée, voire toute la nuit. Hein, donc on risque de court-circuiter certains passages de sa vie parce que sa vie était tellement riche et il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Et pour commencer, je voudrais vous lire un témoignage de propos que Saint-Exupéry a tenu au général René Chambe quelques semaines avant sa mort. Donc ils sont à ce moment-là en Afrique du Nord, c'est en 1944, durant l'été 44. Et je voulais commencer par ça, même si ça se passe tout à la fin de sa vie, puis après on commencera par le début, parce que c'est assez révélateur, je trouve, de sa vision des choses. Bon, à la fin de sa vie, évidemment, il avait une vision un peu désespérée du monde, mais ça permet de comprendre plein de choses, et je trouve que ça résonne aussi beaucoup avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc il dit à René Chambe: « La nature se fiche pas mal des hommes et de leur guerre d'enfants. Hannibal, Scipion l'Africain, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Qu'en reste-t-il? Une civilisation enfouie sous la terre. L'esprit survit, la matière disparaît. Que restera-t-il de notre civilisation à nous, où le spirituel a été massacré? Que restera-t-il de nos avions, de nos Buick et de nos Hotchkiss, de nos transistors, de nos camions, de nos frigidaires, de nos caméras et de nos machines à coudre? Que restera-t-il de nous-mêmes si nous ne savons pas hausser nos enthousiasmes au-dessus des monstres de la mécanique issus du cerveau de nos ingénieurs? C'est ça, paraît-il, la civilisation? Cette civilisation est idiote. Je l'ai prise en grippe. Je suis contemporain de Joachim du Bellay. La civilisation aurait dû s'arrêter là. Pourquoi avoir été plus loin? Tout le reste est de trop. Quand nous aurons délivré la France, qui ne le mérite pas, il n'y aura plus qu'une chose à faire, passer au marteau-pilon tout ce qu'a fabriqué notre progrès imbécile et revenir à tout prix à un siècle en arrière, peut-être plus, remettre l'esprit à sa vraie place. Si on ne le fait pas, l'humanité s'ensevelira de ses propres mains. Amen. » Voilà, donc c'est assez cash, mais je pense qu'il avait quand même compris beaucoup de choses sur la tournure très matérialiste que prenait le monde. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a frappé en m'intéressant à la vie de Saint-Exupéry, c'est que le monde d'aujourd'hui, il n'est pas né comme ça du jour au lendemain, il existe déjà depuis bien longtemps. Et à cette époque, à son époque, il avait déjà une perception très aiguë de la tournure finalement qu'a pris le monde d'aujourd'hui. Ça n'a été qu'une accélération de choses qui étaient déjà en place bien avant. Donc voilà, on peut peut-être faire un petit rewind pour arriver jusqu'à ce point de vue-là. Il s'est écoulé pas mal de choses dans sa vie. Jusqu'au début. Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 à Lyon, au sein d'une très ancienne famille aristocratique de tradition catholique, dont l'origine est contemporaine des premiers Capétiens. Ses ancêtres paternels ont des possessions en Dordogne, puis dans le Périgord. Son trisaïeul combat aux côtés de Lafayette en Amérique. Du côté maternel, les Boyers de Fosses-Colombes ont leur terre en Provence. Ils appartiennent à cette noblesse de robe qui, grâce à de judicieux mariages, a nourri de sa fortune des familles plus anciennes, mais appauvries. Jean, son père, est un homme plein de charme, au tempérament joyeux. Marie, sa mère, est spirituelle, sensible à l'art, à la musique et aux merveilles de la nature, influencée par un père proche de la terre. Antoine se situe au milieu d'une fratrie de 5 enfants, Marie-Madeleine, qui naît en 1897, suivie de près par Simone en 1898, viendront après Antoine un autre garçon, en 1902, François, puis Gabriel, surnommé Didier, en 1903.
tout aurait pu se dérouler dans l'aisance modeste d'une vie bourgeoise et provinciale, au sein d'un vaste tissu de relations sociales, mais un événement capital va précipiter la famille au bord d'un gouffre, et c'est bien de là, tutoyant le vide, qu'Antoine prendra son envol. Le 14 mars 1904, Jean de Saint-Exupéry est victime d'une attaque cérébrale sur le quai de la gare. À l'âge de 28 ans, Marie se retrouve seule, sans ressources, avec 5 enfants en bas âge. Il fallait probablement une femme de sa trempe, dotée d'un cœur aussi noble, pour assumer un tel revirement de sort. Bien qu'Antoine de Saint-Exupéry ne parlera jamais de cette blessure, je l'estime fondatrice. Parvenu à l'âge adulte, il ne s'épanouira jamais mieux qu'au sein d'organisations dirigées par des figures paternelles, dépositaires de l'autorité. Sa structuration affective sera soumise à l'influence quasi exclusive des femmes, en premier lieu celle de sa mère, à laquelle il restera profondément lié jusqu'à sa mort, dans un effet de balancier de tout l'amour, la compassion et la générosité qu'elle lui témoignera toujours. Saint-Ex, le chantre de la discipline, lui-même roi du désordre, va désormais grandir dans un pays de contes de fées bien trop vaste pour se voir imposer des règles strictes. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que donc Saint-Exupéry, du coup, il a une enfance assez choyée, avec une mère qui est très généreuse, très spirituelle, qui s'intéresse aux arts, qui s'intéresse à la musique. On joue de la musique chez lui. Donc, il va passer beaucoup de temps au château de Saint-Maurice de Raymond, pour ceux qui connaissent, dans l'Ain. Et je dirais qu'il y a plusieurs choses assez frappantes dans son enfance. Bon, d'abord, d'ailleurs, c'est pas un hasard, sa mère et ses sœurs le surnomment le roi soleil. Donc c'est un petit peu l'enfant roi, parce qu'il a une grosse tignasse toute blonde. Et il est extrêmement facétieux, très curieux, il fait des tas d'expériences, il veut absolument, utiliser un moteur pour propulser une mobilette. Il met des... un vélo, ouais, voilà. Il met des voiles à un vélo pour s'envoler, etc. Il est un peu, non pas livré à lui-même, mais j'imagine que ça ne doit pas être facile pour sa mère de canaliser l'énergie de cet enfant. Autour de lui, il y a ses sœurs. Alors après, on va peut-être passer un petit peu sur ces années de jeunesse, de collège. Il y a la guerre aussi qui arrive en 1914. Il passe ses années d'adolescence à la Villa Fribourg, à la Villa Saint-Jean à Fribourg, en Suisse, voilà. Et il se produit un autre événement aussi tragique dont il parlera un petit peu dans Pilote de guerre, c'est la mort de son frère, puisque son frère meurt à l'âge de 17 ans, quand Saint-Exupéry est encore jeune. Et donc, en fait, il se retrouve, après la mort de son frère, au niveau de sa famille proche, uniquement entouré de femmes. On verra plus tard que dans son existence, il a un rapport aux femmes qui est assez singulier, en fait. On a l'impression qu'il a une vision de la femme. Il rêve peut-être d'une femme au foyer qui va être là pour l'attendre avec toutes ses aventures, alors que lui-même peut-être qu'il s'embêterait avec ce style de figure. Mais en tout cas, on sent bien l'ombre de sa mère. On va rester un petit peu trop dans les Allez, on va pas tout raconter. L'enfance, c'est fondateur quand même. Oui, c'est fondateur. Pour comprendre ça, il y a aussi un autre élément dont il faut parler de son enfance. Surtout qu'il est resté enfant toute sa vie. Donc, oui. Les années qui précèdent la Grande Guerre sont marquées par la naissance d'une activité qui révolutionnera le siècle, l'aviation. Au moment où Antoine rentre au collège, Le Mans bruisse encore de l'écho des exploits réalisés à l'automne 1908, multipliant les vols au-dessus de l'hippodrome, des Hunaudières, puis du champ d'artillerie d'Auvour. Wilbur Wright a révélé aux Français, qui ne tarderont pas à l'intégrer à leur propre création, la solution au contrôle latéral des machines volantes. Les jours de démonstration, 3000 personnes se massent afin d'admirer le drôle d'oiseau venu d'Amérique. Ils seront 100 000 pour assister au premier meeting aérien de l'histoire qui se tiendra à Reims l'été suivant, accueillant un nouveau héros qui vient de traverser la Manche, Louis Blériot. Dans la course à laquelle se livrent les nations aéronautiques, la France reprend l'avantage. Elle ne le perdra de nouveau qu'au moment de l'arrivée au Bourget de Charles Lindbergh en 1927. L'aviation est alors un sport de riches, réunissant inventeurs et casse-cou, souvent impliqués dans l'industrie automobile. Le champagne coule à flot lors des réunions de l'Aéroclub de France qui se tiennent chez Maxime à Paris sous le signe de l'exaltation et de l'urgence de vivre.
Louis Blériot s'écrasera une cinquantaine de fois avant de mourir à l'âge de 64 ans. Marie de Saint-Exupéry connaît les risques de ces pratiques émergentes. Elle interdit formellement à Antoine de voler lorsqu'au cours des vacances d'été passées à Saint-Maurice, il se rend à bicyclette accompagné de sa sœur Gabrielle sur le terrain d'aviation d'Ambérieux, situé à 6 km du château. Ah, l'aviation des premiers jours, bien sûr, les pannes, les explosions, les accidents, mais quelle fraîcheur! L'herbe humide du petit matin, quelle exaltation, la caresse du vent suspendu dans le vide, quelle intensité, le défilement du paysage à quelques mètres du sol. Les premiers aviateurs déballent le cadeau du ciel, un pays inconnu et inhabité, un pays sans balises, sans frontières, sans règles, sans histoire. Oui, eh bien, donc Saint-Exupéry, lors de vacances d'été à Saint-Maurice-de-Raymond, il se rend sur le terrain d'Ambérieux et puis c'est là qu'a lieu son baptême de l'air. Vous voyez derrière la photo de l'avion sur lequel il a été baptisé, donc ça reste assez rudimentaire quand même. Et c'est vrai que l'aviation à cette époque, on est à ses débuts, hein, c'est vraiment l'aventure. On n'est jamais. D'ailleurs, les frères Wroblewski vont se tuer peu de temps après le baptême de Saint-Ex. Donc c'est pour ça que sa mère n'était pas trop partante pour qu'il aille faire son baptême, mais il leur raconte que sa mère est OK et qu'il a d'autorisation, et puis comme ça il arrive à se faire embarquer. Il a quel âge là, 14 ans? Là il a 12 ans. 12 ans. Ouais. Ouais. Donc il revient en courant à bicyclette au château, et il rentre dans la salle où tout le monde est réuni pour manger, et il dit j'ai volé, j'ai volé. Et paraît-il, donc sa grand-mère, qui était très très stricte, aurait dit mais cet enfant il nous tuera, il se tuera lui-même. Voilà. Donc on va dire que l'aviation, je pense que ça l'attire parce que c'est un enfant qui est très curieux, mais il a quand même une éducation, on va dire, classique d'une famille aristocratique, et il se tourne aussi beaucoup vers les lettres. Très tôt, il écrit des poèmes, très tôt il s'intéresse à la littérature, à la lecture, et donc, en tout cas pendant ces jeunes années, même si l'aviation c'est quelque chose qui l'a beaucoup ému, notamment ce baptême, dans ses études il se destine quand même plutôt à une carrière militaire, et donc voilà, il passe d'abord un bac littéraire, et puis ensuite il se retrouve à Paris, au lycée Saint-Louis, pour préparer l'école navale, ce qui est un peu surprenant, puisque en fait... Ouais. Ouais, vas-y. Aux jeunes gens bien nés, la République n'abandonne que les arts et les armes. Il semble donc naturel à Antoine de Saint-Exupéry de préparer le concours de l'école navale, mais avec pour seul bagage un baccalauréat de philosophie réussi sans brio. La tâche s'annonce ardue. Il effectue sa rentrée scolaire de 1917 au lycée Saint-Louis, l'un des meilleurs de France, où les têtes bien faites ne manquent pas. En réalité, Saint-Exu, comme il est de rechef surnommé par ses nouveaux camarades, est un élève intelligent mais qui néglige totalement ce qui ne l'intéresse pas. Le résultat au devoir est médiocre, l'austérité de l'apprentissage n'ayant d'égal que la quantité de matière à ingurgiter. Ses tourments ne semblent pas l'émouvoir outre mesure. Dans les nombreuses lettres à sa mère datant de cette période, les mots charmants, épatants, les expressions telles que « je suis ravi » reviennent souvent. Il les conclut presque toujours par un « je vous embrasse de tout mon cœur, comme je vous aime, maman chérie ». Il apparaît comme un jeune homme plutôt assuré, qui ne doute guère de son avenir, quel qu'il soit. Mais la tendresse qui se dégage de ses lettres est enfantine et trahit une solitude affective qu'il cherche constamment à combler dans la chaleur des relations humaines. Il avait un grand besoin d'amitié, de chaleur et de confiance, disons d'un confort affectif, sans quoi sa personnalité ne pouvait s'épanouir, rappelle Henri de Ségogne, l'un de ses proches amis rencontrés cette année-là. Il participait à nos blagues, mais il ne fallait pas que ce fût une obligation pour lui. Malgré l'attachement qu'il avait pour le groupe, il n'était jamais totalement disponible. Un nuage passait et Saint-Exu se retirait pour se confronter avec sa préoccupation personnelle, une réflexion, un rêve, un souvenir, se rapportant à toutes sortes de sujets, lecture, poésie, musique ou même une idée de brevet. Alors on pouvait croire qu'il boudait, mais non, il avait momentanément rompu le contact et se retranchait dans sa forteresse. Lorsqu'il se sent à l'aise avec des gens qu'il connaît bien, le Saint-Exupéry rêveur et secret cède la place au bout-en-train, chansons paillardes, caricatures, poèmes récités, en prenant l'accent suisse,
Récit des derniers développements de la lutte entre flottards, topins, cirards et pistons lui valent la reconnaissance du rire. La bonne société fréquentée par Antoine ne se limite pas tant s'en faut à ses camarades de classe. Les parents plus ou moins proches et les amis de la famille forment un vaste réseau qui l'accueille dans un tourbillon de relations sociales aussi plaisantes qu'impressionnantes pour un jeune homme alors séduit par les fastes mondains. Oui, alors plusieurs choses caractérisent un petit peu ces jeunes années, on va dire, parisiennes. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le réseau. Hein. Il est issu d'une famille aristocratique, il connaît quand même pas mal de monde. Alors, il est invité au balcon, il y a un moment où il est invité à la Comédie Française et il partage le balcon avec la sœur du roi des Belges, donc il en parle dans ses lettres parce qu'il a une cousine qui est sa dame de compagnie, voilà. Et donc il n'arrête pas de voir sans arrêt des personnes, et il y a vraiment une figure qui émerge à cette époque-là et qui va être un peu sa parraine dans les lettres, qui s'appelle Yvonne de Lestrange, qui est la duchesse de Trévise, qui a un hôtel particulier au 9 quai Malaquais, n'est-ce pas, juste à côté de la NRF, des locaux de Gallimard, et qui accueille dans son hôtel tous les pontes de la NRF, André Gide en tête. Et donc Saint-Exupéry, dans sa jeunesse, il va rencontrer ces personnes-là. Après, un autre élément qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est que, donc, comme peut-être un certain nombre d'aristocrates de l'époque, j'imagine, il est totalement désintéressé par rapport à l'argent. L'argent, c'est vraiment quelque chose de vulgaire, et je veux dire, s'il en a, eh bien, il le dépense sans compter, et puis quand il n'en a pas, il l'emprunte à des copains, à sa mère, à droite à gauche, et donc en fait, sans cesse, mais il n'est pas du tout calculateur, hein. C'est pas l'emprunteur qui va accumuler les dettes, il va accumuler les dettes, mais il est capable aussi de marques de générosité, et quand il a envie de s'acheter un sextant parce que ça l'intéresse, il vit en buvant du café pendant 3 jours. Donc, voilà, il a ce rapport qui sera le même toute sa vie avec l'argent, qui est assez particulier. Et il a aussi un peu des accès d'autorité. Alors là, il y a quelques extraits de lettres que je raconte dans le livre et qui sont assez marrants quand il écrit à sa mère. Donc c'est d'ailleurs le titre d'un de mes chapitres. Il dit « Antoine propose, la famille dispose ». Ou plutôt, sur le mode de l'injonction, « Disposez vite et ravitaillez-moi en bonbons ». Mais encore, faites-moi faire des truffes en chocolat, envoyez-moi des choses de ce genre, en quantité, ça fera bien dans le paysage de mon estomac. Il ne s'embarrasse plus guère de forme dans ses demandes à sa mère et à certaines de ses lettres. Il dit « Pourriez-vous m'envoyer un mandat télégraphique aujourd'hui pour que je puisse sortir mardi ? Souliers, caoutchouc, argent de poche. » Bon, c'est comme ça qu'il conclut ses lettres. Comme ça, il va à l'essentiel. Donc, il faut dire quand même que vous avez eu accès à une correspondance. Oui, j'ai épluché un peu toute sa correspondance. Il a beaucoup de lettres qu'il écrit à sa mère. Alors, il y en a une partie qui sont dans les œuvres complètes, mais avec la succession, j'ai travaillé aussi avec la succession Daguet, qui gère tout le fond, en fait, surtout iconographique, mais de lettres, de dessins de Saint-Exupéry. Et voilà, il y a vraiment des lettres savoureuses, et je dirais que ça, c'est une caractéristique aussi de l'enfant et de l'adulte Saint-Exupéry, c'est qu'il est déterminé à avoir ce qu'il veut, il se débrouille toujours pour avoir ce qu'il veut, avec un mélange de détermination, d'esprit, d'humour, qui fait que finalement, même les choses qui semblent interdites à tout le monde, eh bien elles lui sont autorisées parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Voilà. Alors, exemple, une autre petite lecture quand même intéressante, mais c'est aussi pour vous montrer que il a eu un intérêt pour l'écriture dès son plus jeune âge. Quand il était au lycée Saint-Louis, il avait un petit bureau. La plupart des autres élèves étaient sur des bancs et des tables, et lui, il faisait partie des quelques élèves à avoir un bureau. Alors pourquoi j'imagine parce que peut-être il s'appelait Saint-Exupéry, et comme son bureau était toujours dans un désordre pas possible, ça aussi c'est un trait de caractère qui restera toute sa vie, c'est qu'il était hyper bordélique. Au bout d'un moment, l'abbé Sudour, qui gère l'étude où il a ce bureau, décide de lui retirer son bureau parce qu'il lui demande 50 fois de le ranger, et puis comme il ne le range pas, voilà. Et donc Saint-Exupéry, pour récupérer son bureau, il va écrire un poème qu'il va écrire au tableau, et c'est comme ça qu'il va récupérer son bureau. Et vous allez voir, le petit poème, ça s'appelle « La balade du petit bureau ». Il dit « J'étais dans le fond de l'étude, un petit bureau sans valeur.
je faisais la béatitude de mon illustre possesseur. Noir comme un citoyen d'Afrique, usé par d'austères travaux, j'étais, discret et pacifique, le plus paisible des bureaux. Bien au frais sous une fenêtre, gonflant mon dos comme un lézard, j'étais gratifié par mon maître d'un beau désordre, effet de l'art. La paix là-bas était profonde, rien ne troublait notre repos, nous étions retirés du monde, mieux que les morts, dans leur tombeau. Les souhaits que je pouvais faire se bornaient tous au statu quo. La paix ne fut que passagère. Et moi, vieux meuble rococo, banni de cette quiétude, je fus exilé comme un roi, je moisis dans une autre étude. Ô mon vieux maître, loin de toi. Et puis après, il écrit « Prince qui par un geste inique est devenu son bureau, daigné, touché par sa supplique, me rende mon petit bureau. » L'histoire dit Donc effectivement, à 18 ans, il écrit ça à son maître d'études, et puis évidemment, il récupère son bureau, quoi. Donc après, on peut peut-être évoquer... l'appel sous les drapeaux. Allez, l'appel sous les drapeaux, en 1921. Voilà. En même temps, on peut dire aussi qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Donc, oui, il plane. Voilà, toujours, ça c'est sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que. C'est le cas de le dire pour un aviateur. Mais... Il rate naval, ouais. Il rate naval 2 fois. Donc il fait 3 ans de prépa. Il échoue de peu d'ailleurs. Et on peut être assez admiratif parce qu'il a fait un bac littéraire. Donc il se retrouve en classe prépa à empiler les équations différentielles. Et finalement, il arrive quand même à rattraper une partie de son retard et à être admissible aux oraux. Mais bon, ça va pas le faire aux oraux. Donc heureusement pour nous, il rate naval, parce que s'il avait réussi, peut-être qu'il aurait eu une trajectoire plus rectiligne et qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Et il va s'inscrire aux Beaux-Arts. Donc ça montre aussi l'éclectisme de la personne. Il fait des maths, ça se passe bien en maths, il va faire les Beaux-Arts. Peut-être il envisage l'architecture. Voilà, il a plusieurs idées comme ça, mais il ne sait pas trop quoi faire. Et donc du coup arrive en avril 1921 l'appel sous les drapeaux qui va lui arrêter un petit peu les flots de questions qui doivent l'envahir. Et donc il part à l'armée quand même dans l'aviation. Donc là il y a un petit quelque chose qui ressurgit de ses premières émotions du baptême, je pense. Comme en bien d'autres moments de sa vie, Antoine laisse le soin aux circonstances de lui montrer la voie. L'appel sous les drapeaux en 1921 met fin à ses atermoiements. Se souvient-il alors des merveilleuses sensations de son baptême de l'air ? Quelle image a-t-il des pilotes ? Pour une bonne part sont issus du bon monde. Rodin, décédé 4 ans plus tôt, aurait déclaré « Il m'est arrivé souvent de déjeuner avec des aviateurs. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils parlaient de leurs oiseaux comme des mécaniciens de leurs machines, comme de vrais sculpteurs parlent de la matière, de leur marbre. Et pour cela même, parce qu'ils étaient en quelque sorte les frères des artistes, je considérais ces jeunes hommes comme des créateurs, comme d'autres demi-dieux. Pour le jeune homme un peu perdu qu'il est alors, l'attrait de l'aventure et le prestige ont dû peser dans son choix de demander l'arme aérienne. Le 9 avril, il rejoint Neuhof, au sud de Strasbourg, où est basé le 2e régiment d'aviation de chasse. Il déchante vite. Il balaie les hangars, apprend à saluer, joue au football et s'ennuie ferme des heures durant. Les mains dans les poches, cigarette éteinte aux lèvres. L'esprit de caserne ayant ses limites, il loue un petit appartement rue du 22 novembre, l'une des meilleures adresses de la ville, afin de pouvoir se retirer, boire un thé et prendre un bain chaud pendant ses temps libres. Bien entendu, aux frais de sa mère, qui soigne déjà sa fille Marie-Madeleine, atteinte de tuberculose, finance les études de Simone à l'école des Chartres et de Gabriel dans une école d'agriculture en Suisse. Antoine veut piloter, mais sans un engagement d'une année supplémentaire, l'armée ne lui offrira pas cette opportunité. Il s'aperçoit que les pilotes débutants sont formés ailleurs et qu'à moins d'avoir déjà volé dans le civil, son seul avenir en Alsace est celui de mitrailleur, dont ses premières expériences en tant qu'élève ne manquent pas d'attiser sa flamme naissante. Je descends d'un Spad Herbermont complètement retourné. Mes notions d'espace, de distance, de direction ont sombré là-haut dans la plus pure incohérence. Quand je cherchais le sol, tantôt je regardais au-dessous de moi, tantôt au-dessus, à droite, à gauche. Je me croyais très haut et brusquement j'étais rabattu vers le sol par une vrille verticale. Je me croyais très bas et j'étais aspiré à 1000 mètres en 2 minutes par les 500 chevaux du moteur. Ça dansait, ça tanguait, ça roulait. Ah là là! À l'opposé du cantonnement militaire se trouvent les locaux de la compagnie transaérienne de l'Est, spécialisée dans les baptêmes de l'air.
Après un premier vol de 10 minutes pour 50 francs, il en redemande, cela fera 100. Robert Aiby s'exécute, mais vous avez certainement compris ce que Saint-Exupéry a en tête. En dépit des menus obstacles, apprendre à piloter dans le civil en étant sous les drapeaux est interdit. Robert Aiby, ancien pilote de l'armée allemande, n'a jamais instruit quiconque. La CTE n'a autorisé qu'à faire des baptêmes. Rien n'est toutefois impossible grâce au soutien du commandant de Féligonde, du capitaine de Billy et de maman. Eh oui, on a appelé ça le complot de Strasbourg, parce que Saint-Exupéry, quand il est sous les drapeaux, ça l'embête un peu de s'engager 3 ans plutôt que 2, mais il voudrait quand même piloter. Et donc il se débrouille, comme Lorraine l'a dit, grâce à maman et puis aux deux Billy, parce qu'il se rend compte qu'il y a un deux Billy dans le cantonnement où il est, et que sa famille lyonnaise connaît également des deux Billy. Donc il demande à sa mère, tiens, est-ce que c'est pas les mêmes, est-ce qu'on peut pas appuyer un peu? Bon bref, il se débrouille pour pouvoir passer alors il passe pas son brevet, mais il fait sa formation, suffisamment d'heures de formation de pilote civil pour pouvoir ensuite partir au Maroc et passer son brevet de pilote militaire. Voilà, donc il va passer son lâcher, ce qu'on appelle ce moment crucial dans la vie d'un pilote où on vole tout seul dans l'avion durant l'été 1921, donc ça fait juste un peu plus de 100 ans, avant de partir au Maroc pour faire sa formation. Et ce que vous voyez à l'écran, donc c'est des carnets de dessin où il dessine ses camarades pendant qu'il est au Maroc. Donc vous voyez, même si, au début, il décrit aussi son ennui, il trouvera toujours moyen de mettre à profit, de trouver dans toutes ses expériences une matière artistique. Voilà. Et c'est ça qui nous montre que c'est vraiment un artiste dans l'âme. C'est que quel que soit ce qu'il vit, que ce soit dans l'écriture, le dessin ou les notes, il arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant finalement dans ce qu'il vit. Voilà, donc il passe quelques mois au Maroc, il vit ses premières expériences là-bas de navigation qui sont assez surprenantes pour lui, et donc il faut comprendre, on l'a déjà un petit peu évoqué, que l'aviation à cette époque-là c'est quelque chose de très physique, hein. Quand on monte en altitude, il fait froid, donc des moments... Voilà, comme il est distrait, il oublie les gants dans sa poche et puis il se rend compte qu'il commence à cailler là-haut. Et donc il met un temps infini, je crois, il décrit dans une de ses lettres une 20aine de minutes pour sortir la carte parce qu'il est tout engoncé et il a froid de partout. Et il s'émerveille au retour de tracer une grande ligne droite comme ça au travers du désert pour aller rejoindre Casablanca où... il dit, je crois, une phrase du genre qu'il y est arrivé avec l'orgueil des croisés voyant Jérusalem. Voilà. Et donc, il va tenter les EOR, donc l'école des officiers de réserve. C'est important parce que plus tard, quand va arriver la guerre, il va réussir à se faire engager également comme pilote, mais parce qu'il est officier de réserve. Et là, il ne réussit pas à échouer. Ils en prenaient 68, il finit 67e. Et donc, il est obligé de faire sa formation d'officier de réserve à Avord. Je pense qu'il était un peu déçu parce qu'il a fait ça peut-être plus par obligation, aussi lié à ce qu'on disait au départ, hein, le fait que ce soit un aristocrate et que donc la voie des armes est quand même une voie normale, on va dire. Donc il se retrouve à Avord et il fait ses EOR, et puis là il y a un autre événement majeur dans sa vie, c'est la rencontre avec Louise de Villemorin. Hein, tu voulais évoquer autre chose avant? Adieu bonheur, et ben voilà, on y est. C'est un chapitre que j'ai appelé Adieu bonheur parce que je pense que c'est très important ce qu'il vit à ce moment-là. Il est amoureux d'une femme du beau monde et ça va pas se passer comme prévu. Donc il est jeune encore, hein, il est jeune, il a 22 ans, oui. Donc en 1922. Même si jusqu'ici tout temps a prouvé plutôt le contraire, Antoine de Saint-Exupéry a aussi été un homme ordinaire, amoureux d'une jolie femme, aspirant à faire plein de petits Antoine, à jouir d'une maison. Il a même été, comble de la banalité, employé de bureau. C'est au cours de ces 4 années entre l'automne 1922 et celui de 1926 qu'il se prépare en goûtant la saveur douce amère d'une existence sans éclat à l'épopée. S'il n'avait pas traversé cette période de flirt avec les conventions bourgeoises, soldée par un échec,
il serait peut-être devenu ce bureaucrate provincial qu'il a tant brocardé dans ses lettres et ses œuvres. Nous n'aurions pas eu la chance de rêver en refermant ses livres, de devenir aventurier, de sauter dans l'inconnu. C'est en butant sur l'amour, en échouant à devenir ce qu'on attendait de lui qu'il s'est ouvert des horizons sans limite. Oui, donc Louise de Villemorin, elle est appelée, on l'appelle Loulou pour les intimes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont amoureux d'elle. Et je pense que Saint-Exupéry doit même être un peu surpris que c'est finalement de lui, qu'elle s'amourache. Donc il se fiance, mais ça ne plaît pas trop à la famille de Villemorin, qui lui demande d'arrêter l'aviation. Et puis là, en 1923, donc c'est la fin de son service militaire, arrive un événement qui ne va pas jouer en sa faveur, c'est qu'il a un accident très grave au Bourget. Il vole sur un avion, il n'avait pas vraiment le droit de voler sur cet avion, c'était un avion qu'il ne connaissait pas, donc du coup probablement un décrochage après le décollage, et puis ça finit dans un gros tas de bois en bout de piste. Et d'ailleurs il gardera des séquelles toute sa vie de cet accident. Et donc du coup, ça prêche pas en sa faveur. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'il n'a pas de fortune. C'est un aristocrate, certes, il a un titre de comte, mais il n'a pas d'argent. Donc la relation avec Louise ne va pas déboucher sur un mariage. Et puis il se retrouve tout seul dans cette année 1923, fin de 1923-1924. La famille de Villemorin, lui demandant d'arrêter l'aviation, lui avait quand même trouvé un boulot aux Tuileries Boiron comme employé de bureau. Et alors là, c'est génial parce que c'est toujours le même, ce que je disais tout à l'heure, il s'ennuie à mourir, mais il trouve une matière intéressante pour des lettres. Alors il décrit l'ennui à ses amis. Et donc je vais vous lire un passage de ses lettres, bon pas en entier, mais c'est vraiment savoureux. Donc il dit à son ami Jean Escaut, « Il est exactement 11h moins 1. Il me vient un espoir fou, peut-être que ma montre retarde, ça arrive. Et alors dans ce cas, il est peut-être 11h10. Pense un peu, j'ai essayé toutes les expériences destinées à faire vite passer le temps. J'ai une grosse érudition. Regarder par la fenêtre est d'un rendement bien faible. Le contrôle de la montre ensuite est absolument décevant. On a travaillé pour rien. Les aiguilles n'ont pas bougé. Dormir est un peu supérieur, à condition que l'on dorme longtemps, car si l'on ne dort qu'1 minute, on croit avoir dormi 1 heure et on est encore déçu. Écrire des lettres est d'un assez bon rendement, mais le temps ne passe réellement vite que lorsque j'ai complètement oublié un travail urgent et que je m'en aperçois à 1 heure de l'échéance. Alors, les aiguilles tournent comme des ailes de moulin, mon travail n'est pas achevé et je me fais engueuler. Voilà. Alors il poursuit sa lettre, après ça dure des plombes, il est 11h13, 11h14, voilà. Donc pendant des mois, il joue à ce petit jeu de s'emmerder comme pas possible dans cette tuilerie. Et puis après, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais étonnant, il est représentant de commerce chez Sorer, qui est une entreprise qui fabrique des camions. Et donc il est censé aller vendre des camions au fin fond de la France, du côté de Montluçon, dans la Loire, le Cher, etc. Et là, c'est pareil, en un peu plus d'1 an, il va vendre 0 camion. Donc, il doit se dire que ça ne doit pas vraiment être fait pour lui. Et ce qui nous reste de cette période, c'est des lettres que moi j'adore, avec souvent des dessins. Voilà, là vous en avez un exemple, donc tout ça c'est dans le livre. Il dessine ici un très joli tapis en peau de représentant de commerce. Voilà. Là, il y a un chien... mais ici un chien hargneux que je ne sais pas dessiner, donc il met un petit point. Voilà. Ce genre de choses. Là c'est... Ouais, là c'est un peu trop petit, j'arrive pas à lire, mais bon, il écrit des tas de lettres avec des dessins. Il y en a une autre, je ne sais pas si je l'ai là, où il fait des grands traits comme ça et il liste les différentes activités, le temps octroyé à chaque activité en fonction de la hauteur du trait. Donc on voit bien que boire des coups à l'apéro, c'est un grand trait comme ça, et puis il y a des traits tout petits sur les choses vraiment utiles. Et donc c'est pendant cette période en fait où quelque part son destin se prépare. Voilà, il y a eu le chagrin d'amour, et puis il y a eu cette période où il se rend compte que il ne peut pas passer sa vie à faire ce genre de job, et il se détache aussi d'une certaine superficialité du monde duquel il est issu.
En s'éloignant de Paris, il s'éloigne aussi des mondanités. Et il a une phrase que j'adore, moi, qui lui vient pendant ce moment-là. Il dit « Je n'aime pas ces gens qui éprouvent des émotions chevaleresques quand ils s'habillent en mousquetaire pour un bal masqué. » Et donc, voilà, ça c'est Saint-Exupéry qui commence à cultiver en fait une certaine profondeur, une certaine authenticité, et qui surtout se prépare à se jeter, à faire le grand saut dans l'aventure. Donc, si tu veux, je continue. Ouais, vas-y. Il est au bord du vide, sur le parapet de l'aventure. Ne reste plus qu'à sauter. Un événement important va l'y aider. Tout n'est pas négatif dans les salons parisiens. Si Antoine se refuse à faire la cour à des tas de gens dont il se moque éperdument, il ne néglige pas pour autant, et il ne négligera jamais, les appuis utiles à ses intérêts. Chez Yvonne de Lestrange, il rencontre Jean Prévost, une figure des lettres aussi imposante physiquement qu'intellectuellement. Partenaire de boxe d'Hemingway, doté d'une prodigieuse mémoire, il était, paraît-il, en mesure de versifier 48 heures durant. Une amitié se noue entre les deux hommes, à peu près du même âge. Ils se lancent dans des concours d'anciennes chansons françaises pour le plus grand plaisir des invités. Saint-Exupéry raconte ses vols et surtout ses chutes. Sitôt pensé, sa chute l'émerveille, il ne tarit plus. Il parle, ses livres et il les compose par cœur, enfiévré par ses auditeurs, ramassés dans sa mémoire. Apprenant que ces récits ont été rédigés, Prévost désire les lire. Il est secrétaire de rédaction du Navire d'Argent, revue littéraire publiée par Adrienne Monnier. Un rendez-vous est fixé aux Deux Magots, un rendez-vous raté selon l'habitude désormais tenace de Saint-Exupéry, qui arrive tellement en retard que Prévost est déjà parti. Il remet à la caissière le manuscrit d'une nouvelle intitulée « L'évasion de Jacques Bernis », qui, amputé des 2/3, devient « L'Aviateur », première publication de Saint-Exupéry dans le numéro d'avril 1926 du Navire d'Argent. Ses amis sont soulagés. Enfin, le grand versificateur va devenir écrivain. Mais ils n'ont pas compris une chose qu'Antoine leur répète inlassablement. Pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire. Il n'a pas l'âme d'un romancier, ne sait pas inventer ce qu'il n'a pas vécu. L'aviation est une matière originale, encore peu exploitée en littérature, dont il perçoit certainement le potentiel. La place qu'il se cherche dans le monde ne sera-t-elle pas celle, dans cette dualité, la plume de l'oiseau trempée dans l'encrier de l'écrivain? Il écrira sur l'avion. Il lui faut de toute façon gagner sa vie et ses seules compétences monnayables se situent dans le domaine aéronautique. Le général Barès, qui commande l'aviation militaire de la région parisienne, lui offre son premier emploi dans l'aviation commerciale en le recommandant à la compagnie aérienne française, spécialisée dans les vols touristiques au Bourget. Il obtient le 23 juin 1926 son brevet de pilote de transport public. Oui, donc moi j'ai trouvé quand même une certaine logique dans son parcours et le fait qu'il vienne à l'aviation, et je pense que à ce moment-là, dans son œuvre se détache petit à petit de l'aviation, évidemment vers la fin, quand on pense à Citadelle, les avions ont complètement disparu, mais en tout cas pour une bonne part de son œuvre, l'aviation est très présente. Et je pense que, évidemment, il a ce goût, cet amour pour l'écriture, ce désir d'écrire, mais il sent bien qu'avec l'aviation, il y a des choses à raconter qui fascinent. Saint-Exupéry, c'est également un grand conteur. Il passe beaucoup de temps dans les salons à raconter ses exploits. Il le fait, j'imagine, avec beaucoup d'humour, et les gens doivent être fascinés par ses récits. Et donc, je pense que tout ça fait qu'il va aller chercher une expérience d'aviateur, et ayant tenté d'autres expériences où il s'ennuyait à mourir, il se dit probablement pourquoi pas, sans savoir d'ailleurs où il met les pieds. Donc il y a d'abord la CAF où il passe son brevet de transport public, et puis ensuite il fait jouer ses relations, puisque l'abbé Sudour, qui s'occupait de l'étude Bossuet où il a fait ses études quand il était à Paris, était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale avec Beppo de Massimi, qui est directeur général de la Compagnie Générale d'Entreprises Aéronautiques, et qui est donc l'ancêtre de l'Aéropostale. Donc, il a rencontré Beppo de Massimi, et puis il se retrouve à l'automne 1926 à Montaudran, où il rencontre une autre figure incontournable de cette grande épopée de l'Aéropostale, qui s'appelle Didier Dora. Donc là, on le voit, c'est une photo qui est dans le livre, Didier Dora
en uniforme de militaire avec la croix de guerre sur le poitrail, parce que Didier Dora, c'est quand même pas n'importe qui. On dit souvent que c'était un horloger, mais c'était aussi un combattant. Hein. C'est même lui qui a découvert la Grosse Bertha. Quand la Grosse Bertha menaçait Paris, eh bien c'est lui qui l'a découvert, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Et donc, Dora avait la réputation d'être quelqu'un de glacial, qui accueillait les futurs aviateurs tout de suite. On se souvient du recrutement de Mermoz, où Mermoz, qui était un très bon pilote, fait des espèces d'arabesques pour l'impressionner, et puis Dora quitte le terrain avant qu'il ait terminé, parce que non seulement ça n'impressionne pas, mais lui, il ne veut pas de virtuose, il veut simplement des ouvriers disciplinés qui vont exécuter le travail sans broncher, et donc ça calme un peu les ardeurs de Mermoz. Et parmi l'une de ses tactiques pour calmer les ardeurs des pilotes, il les envoie pendant plusieurs mois au hangar pour faire la mécanique des avions. Ça leur permet aussi de comprendre le fonctionnement des moteurs. Et c'est ainsi que Saint-Exupéry va être embauché chez la TECOR pour découvrir cette grande aventure de l'aviation. Et qui décrit très bien dans Terre des Hommes, avec cette fameuse leçon de géographie de Guillaumet. Je sais pas, non, on va peut-être. Je vais passer à autre chose. Oui, tu veux dire quelque chose ou on parle de. Non, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est bien. Vas-y. Au début, on le connaît un peu moins bien, mais après, l'Aéropostale, les gens connaissent un peu mieux, j'imagine. Oui, on peut peut-être ouvrir un peu. C'est vrai qu'il fait chaud. Des questions aussi, je ne sais pas. Hein. Non, moi, je voudrais juste revenir sur le début de 1927, à moins que c'était ce que tu voulais dire. C'était ça, là, le baptême du feu. Ah ben vas-y alors. Vas-y, ça c'est très important, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense, moi, que Saint-Exupéry, même s'il s'est beaucoup laissé guider par les circonstances dans sa vie, il a quand même l'âme aventurière. Et il est jeune, il a 27 ans, il découvre l'Aéropostale, il découvre la dimension complètement, on peut dire grandiose, la dimension du risque évidemment, mais il découvre une grande aventure avec un grand A, où il y a régulièrement des pannes dans le désert, on se retrouve complètement paumé au milieu de nulle part, où évidemment il y a les morts qui menacent, etc. Et donc pour lui, il vit ça comme un gamin émerveillé il se sent vivant, quoi. Il se sent extrêmement vivant. Et cette dimension du jeune homme qui découvre l'intensité de la vie, elle est très importante à souligner. Le 7 février 1927, il subit son baptême du feu sur le tronçon Casablanca-Dakar. Pour son premier voyage, le voici gratifié d'une salade de bielle dans l'avion piloté par Riel, dont il est passager. Atterrissage d'urgence, capotage et ramassage par Guillaumet. On le laisse seul durant quelques heures avec un revolver, le temps de porter le courrier à Nouakchott. Du haut d'une dune, il contemple le désert. La fin du jour était prochaine. Quelque chose d'inconnu pour moi se montrait et me captivait. L'amour du Sahara. Comme le simple amour nous vient d'un visage entrevu et jamais tout proposé. On peut courir le monde sans jamais rencontrer rien de tel que ce rayonnement silencieux. Une complicité nous lie à la mince dorure du sable le soir. Guillaumet dissipe le charme en revenant chercher son ami. Puis a lieu cette fameuse soirée dans un fortin perdu sous les étoiles, racontée avec lyrisme dans Terre des Hommes. La version pour sa mère est presque anodine. Le voyage s'est bien passé à part une panne et l'avion écrasé dans le désert. Un camarade est venu nous reprendre et nous avons couché dans un petit fortin français isolé du monde entier où le sergent qui commandait n'avait pas vu un blanc depuis des mois. Le récit à Jean Escaut permet de mieux comprendre ce qu'il découvre. C'est une vie épique, et comme tu devrais la vivre, on n'est jeune qu'une fois. À Henri de Ségogne, il détaille la saveur des mets si particuliers dégustés cette nuit-là. Après l'avoir commencé allongé sur le sable, saisi par le froid, à 3 heures du matin, il se replie avec ses camarades sur la terrasse du fortin. Nous étions 3 à veiller le désert pendant que le sergent dormait. Et je saurais te dire le nombre des étoiles filantes, celles qui profitaient du sommeil du sergent. Il y en a eu 3. À la première, j'ai fait un vœu, que cette nuit dure 1000 ans. À la seconde, qui est tombée au nord, j'ai souhaité que l'on m'écrive. À la troisième, que toutes les femmes du monde soient tendres. Puis il faisait si calme, si pur, c'était une nuit si merveilleuse que je n'ai plus osé déranger d'étoiles. Ouais. Et je rajouterai une phrase, donc c'est cette expérience fondatrice qu'il résume à Yvonne de Lestrange en une petite phrase, enfin, le monde est grand.
Voilà. Donc là, on a tout dit. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il raconte la même expérience, mais de plein de façons différentes en fonction de son interlocuteur. Il dessine aussi. Là, ce qu'on voit, c'est un dessin qui évoque justement, on devine, même si on ne le voit pas très bien dans le fond, l'avion, la tête dans le sable comme ça. Et puis ils sont là avec ses camarades sur la dune. Donc on imagine qu'un jeune homme, voilà, dans la force de l'âge, qui a envie de vivre des choses incroyables, se retrouve là et tout ce qu'il vit prend un caractère un peu magique, quoi. Et par contre, est-ce que ça vous embêterait, s'il vous plaît, je sais qu'il fait très chaud, mais ça me gêne un peu d'entendre le bruit du bar derrière, si on peut juste pousser un peu les fenêtres. Ouais, merci. Donc après arrive un élément capital aussi dans son parcours, c'est pendant une année, il est chef d'aéroplace à Cap Juby. Donc Cap Juby, je vais vous montrer peut-être sur la carte. Voilà, Cap Juby, on le voit tout en haut, c'est ici. Donc à l'époque, la ligne de l'aéropostale, le but c'est de rejoindre Dakar, qui est la capitale de l'Afrique occidentale française. Et les avions n'ont pas une autonomie suffisante, évidemment, pour aller tout du long. Et donc il faut faire des escales. Et Cap Juby, c'est la première escale dans un territoire hostile qui s'appelle le Rio de Oro. À l'époque, il y a des morts qui menacent sans cesse les avions. Un beau jour, il y a un avion qui se crache, il capture les aviateurs qui vont d'ailleurs tuer ils trouvent des billets de banque dans les sacs postaux. Ils se disent « Ouh là là, là il y a la banque qui passe au-dessus ». Donc à chaque fois, c'est le tir au pigeon pour essayer de descendre des avions et de récupérer des billets de banque. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que finalement les aviateurs, ça vaut encore plus, parce qu'en prenant en otage un aviateur, on va demander une rançon et donc ainsi ils ont un meilleur rendement. Voilà, c'est quand même un peu l'aventure de traverser le Rio de Oro en avion. Et donc Saint-Exupéry, il est très vite repéré par Dora pour sa singularité, qui est aussi d'être diplomate, d'être très calme. Et donc il l'envoie à un moment de tension à Cap Juby pour s'occuper là-bas de l'aéroplace, des relations avec les morts, et aussi avec les Espagnols, parce que c'est censé être les Espagnols qui contrôlent ce territoire. Et les Espagnols, eux aussi, ils ont envie d'aller en avion de l'autre côté, voilà, de l'Atlantique Sud. Et donc, il y a une concurrence avec la ligne française. Même si au début, dans ces années 1927, il n'y a que les Français, je crois, mais c'est après que les Espagnols ont des velléités. Et donc, tous les mauvais coups qu'ils peuvent faire aux Français, ils ne se gênent pas. Au cours de l'année qui passe à Cap Juby, il va écrire son premier roman, Courrier Sud. Il est dans le désert, dans une petite bicoque adossée au fort de Cap Juby qu'on voit ici. Donc, vous voyez, ça c'est le fort de Cap Juby, les tentes des morts. On voit les avions de l'aéropostale, les hangars, la mer. Voilà. Et autour, rien. Le premier bistrot, comme dit Saint-Exupéry, il y a 2000 km. Donc ça fait un peu loin pour aller boire un coup. Et donc c'est dans ce contexte qu'il va écrire Courrier Sud et qui va aussi développer son amour, je dirais, pour le désert, ou en tout cas un rapport singulier avec le désert, puisqu'il dit « Je vaux dans le désert ce que valent mes divinités ». C'est là qu'il découvre aussi, enfin il ne le découvre pas, il le savait, mais il cultive l'importance de cette vie intérieure qui fait que, effectivement, pour apprécier, on va dire, cet endroit qui est quand même isolé du monde, il faut avoir un peu de richesse intérieure, sinon le temps est long. D'ailleurs, à la fin, il s'ennuie, il en a marre, et il rentre en France pour repartir peu de temps après, en Amérique du Sud. Ouais, mais on n'a pas le temps de tout dire, toi. Parce D'accord. qu'en une heure, ça va être long, parce qu'il a quand même une vie très... On a combien de temps en tout, en fait? On a jusqu'à 7 heures. Ouais. Non, jusqu'à 7 heures? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, donc, effectivement, faut qu'on aille vite. vite. Ils ont tous chaud, en plus, ils vont pas... Ils ont les crêpes de chaud, on va les faire un peu de ventilation. Bon, alors... En accéléré, allez, parce qu'après, on la connaît mieux, alors l'histoire. accélère. J'accélère un peu. Allez, accélère. Le courrier doit passer. On n'était pas le seul credo de l'aéropostale. Bien d'autres compagnies aériennes respectaient religieusement les lettres qui leur étaient confiées, mais le mythe créé par le succès de Vol de nuit, vendu à plus de 150 000 exemplaires 3 mois après sa sortie, donc sorti en quelle année ça? Vol de nuit 1931. Au plus tard, celui encore plus fulgurant de Terre des Hommes imprégnera durablement des générations de pilotes de ligne français, comme toi,
L'identification aux héros de l'aéropostale sera telle qu'en France, les pilotes tiendront pendant très longtemps pour héroïque l'accomplissement de la mission se poser à destination, délaissant les vertus du renoncement et du doute. Il faudra attendre le XXIe siècle pour que le paradigme anglo-saxon, préserver une marge de sécurité raisonnable en toutes circonstances, s'impose partout. Il n'est pas interdit de penser qu'à l'époque même où Saint-Exupéry, qui tenait l'esprit de sacrifice pour vertu suprême, vantait les mérites de Didier Dora, d'autres pilotes considéraient à l'inverse que rien n'était plus sacré qu'une vie humaine et surtout qu'il n'était pas indispensable de la risquer à la roulette russe pour bâtir une œuvre durable. Pour cela, le pilote qui méritait la gloire, le bon pilote, n'était pas un fougueux risque-tout, un Mermoz, mais un homme qui pesait sagement ses décisions. Aujourd'hui, où l'on nous sommes de décider en bon père de famille ce qui est préférable lorsque l'on transporte 400 passagers, le débat est tranché, mais entre les deux guerres, des tensions existaient entre deux conceptions du métier et de la vie. L'exposition de ses idées avec tant de succès en plein scandale politico-financier allait coûter à Saint-Exupéry sa carrière de pilote de ligne, doublement exilé du pays de son enfance et de son couvent céleste, sans revenu et magistralement aidé dans des dépenses par une Consuelo, on n'en a pas parlé, mais qui mène un train de vie digne de l'épouse d'une célébrité littéraire. Les heures sont lourdes en cette fin d'année 1932. Des photos le montrent bouffi, il fume à l'excès, il déprime. En janvier 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Vol de nuit démarre une belle carrière. Jamais Saint-Exupéry n'aurait imaginé que son chef-d'œuvre serait à présent considéré par certains comme un livre d'autant plus dangereux que le triomphe de la volonté est servi par une plume lumineuse. Oui. Voilà, là on passe, ça va être rapide, le TGV vers la période de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire donc, Vol de nuit, ça parle il a écrit ça en Amérique du Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle ça parle de la nuit, en fait, de l'angoisse de la nuit. Le sujet de base de Vol de nuit, c'est ça. Mais le prétexte, c'est les avions qui se retrouvent à Buenos Aires et qui viennent des quatre coins du ciel. Et parmi ceux-là, il y en a un qui va se perdre et qui n'arrivera jamais au sol. Et donc, voilà, c'est un chef-d'œuvre assez brut, on va dire, sur cette période de l'aéropostale. Et donc, quand il écrit Vol de nuit, il est déjà rentré en France, il connaît un grand succès. Et en fait, ce succès va l'ostraciser. En fait, la communauté des pilotes, non pas qu'ils n'apprécient pas le livre, mais peut-être que le succès les gêne. On lui reproche de tirer une gloire personnelle d'une œuvre collective, et c'est vrai que Didier Dora incitait ses pilotes à la discrétion. Il leur disait le jour où on parlera de vous, ça sera parce que vous vous êtes tués, il y aura 2 lignes dans le journal et que vous aurez été assez con pour vous vautrer. Donc grosso modo c'était ça. Donc ça passe pas très bien. Et puis pour le milieu littéraire, même s'il a quand même beaucoup de soutien, il y a aussi un certain nombre de gens qui le considèrent comme un intrus, comme un aviateur aux ongles noirs. Quand il va rechercher le prix Femina, il débarque tout juste de la ligne. Et donc, voilà, il se sent un peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire. Donc ensuite, il va arriver la création d'Air France. Il ne va pas être comme ses copains Guillaumet et Mermoz embauchés par Air France en tant que pilote. Ça correspond à cette période aussi. Il y a le scandale de l'aéropostale. L'aéropostale est mise en faillite. Et donc, au début des années 30, c'est la fin de la carrière de pilote professionnel, on va dire, de Saint-Exupéry. Ce qui ne veut pas dire la fin des aventures, puisqu'il va vivre une des aventures qui restera célèbre dans Terre des Hommes. C'est lors du raid Paris-Saigon en 1935, où il achète un Simoun, parce qu'il veut faire comme son copain Mermoz, avoir un joli petit Simoun. Et le joli petit Simoun, il va finir comme ça dans le désert, puisque Saint-Ex, il court après sa femme. On n'a pas parlé de la rencontre avec Consuelo. Consuelo, c'est quand même très important, parce que c'est une femme aussi très atypique, qui fait de sa vie un poème, on va dire. Elle est très excentrique, un peu manipulatrice. Elle raconte toujours des histoires de manière différente. Et donc c'est vraiment pas du tout la femme au foyer que peut-être Saint-Exupéry imaginait, mais est-ce qu'il le voulait vraiment, j'en doute. Et au final il a quand même beaucoup de points communs, même si ça peut paraître un peu étonnant au départ qu'il tombe amoureux de cette femme
en fait, il y a une certaine logique, je pense qu'ils se correspondent quand même assez bien. Bref, au moment de préparer le raid vers Saïgon, il court après sa femme qui est dans les clubs de Montparnasse et donc il arrive limite juste un peu avant Noël pour partir dans le raid sans l'avoir préparé parce qu'il a besoin d'argent et s'il réussit à rallier Saïgon avant le 31 décembre, il touche une grosse prime de 150 000 francs. À l'époque, il devait déjà 300 000 francs à Mermoz, donc ça ne suffirait pas à combler ses dettes, mais il a besoin d'argent. Et donc pendant toute cette période, des années 30, il va être aussi reporter. Tu voulais peut-être évoquer ça? On n'a pas le temps, dommage. Et puis il faut lire le livre, parce que si on leur lit tout quand même, hein. Oui. Après vous n'aurez plus envie de le lire. mais si. On va pas tout dévoiler. Vas-y. Non, après moi je vais un peu plus loin, je vais vers la fin, là, puisque tu avais commencé par la fin. Ok. Foncièrement apolitique, il situe les enjeux de l'espèce humaine au-dessus des conflits partisans de sa génération. Alors effectivement, il est parti comme reporter en Espagne. Le soldat de Franco est noble. Le soldat d'en face l'est aussi. Je refuse des systèmes qui, pour demeurer cohérents, sont nécessairement amenés à ne considérer l'armée adverse que comme un ramassis de pillards, d'exploités ou d'imbéciles. Il écoute aussi bien des intellectuels progressistes et antifascistes que des aviateurs engagés dans des mouvements de droite. Et il estime qu'aucune synthèse ne lui est proposée. Ses amis ont en commun la foi en une société de biens matériels dont la production est soumise aux puissances financières du marché ou au dirigisme de l'État. Saint-Exupéry ne se retrouve ni dans l'une ni dans l'autre. Il se soucie de ce qui vibre en l'homme, quand les autres se préoccupent de ce qu'il mange, de ce qu'il possède. Il s'inquiète de la prééminence du technicien qui conçoit plus rapidement ses outils que le philosophe sa sagesse. L'homme est spirituellement désarmé pour affronter l'ère technologique. Son matérialisme a fait le lit des nationalismes. Saint-Exupéry refuse les fanatismes de tous bords, mais il comprend l'exaltation des foules face à l'horizon flamboyant pointé par un chef, fût-il un tyran aux desseins les plus sombres. La grandeur naît d'abord et toujours d'un but situé en dehors de soi. Dès que l'on enferme l'homme en lui-même, il devient pauvre. Dès qu'il se sert, le socialisme qui prêche d'abord l'enrichissement individuel exalte moins que le fascisme qui prêche le sacrifice à quelque chose d'extérieur. Et peu importe le nom de ce quelque chose, la caution du symbole est plus importante que le symbole. Patrie, par exemple, n'est point idiot, pas plus que Dieu dans l'imagerie religieuse. Inutile de nier cet attrait du fascisme, il est un fait historique. C'est par la voie du sacrifice gratuit que les hommes communiquent les uns avec les autres, car l'idole qui reçoit les cadeaux et le sang et la vie devient tous les hommes. Sa propension à comprendre les positions les plus extrêmes le défend à s'engager. Les gens de gauche ne le voient pas manifester contre le chancelier allemand qui viole le traité de Versailles. Ceux de droite le trouvent trop complaisant à l'égard des communistes. On lui reproche ses relations douteuses avec de dangereux gauchistes. Sa volonté de se tenir à l'égard, de prendre de la hauteur, va guider ses décisions et ses interventions dans les années à venir. Elle lui vaudra des ennemis tous azimuts. Oui, ça c'est très important dans la fin de sa vie parce que c'est vrai qu'il veut se situer un petit peu au-delà, au-dessus, on va dire, des conflits partisans. Et donc, dans une période qui appelle plutôt à trancher de manière assez radicale, eh bien, lui ne tranche pas. Donc, au moment des accords de Munich en 1938, il y a beaucoup d'écrivains qui s'engagent, qui prennent position, on va dire, dans les journaux, ce qu'il fait aussi, mais pour dire, pour ne pas, en fait, s'engager dans un sens ou dans l'autre. Il appelle comme ça à une sorte de réconciliation au-delà de ce qui nous sépare, en disant que, grosso modo, ben oui, on est tous des êtres humains et que quelque chose nous lie, mais il n'est pas dans le concret, il est dans une sorte de propos un petit peu hors sol qui fait qu'il est mal compris. Et ça va être un peu la même chose au moment de la guerre, puisque, bon, on le sait, il va s'engager, il va combattre en 1939. Il s'engage dans une escadrille de reconnaissance, il va faire la campagne de France. Donc un fameux vol le 23 mai 1940 lui vaudra le texte Pilote de guerre, qui est aussi un très beau texte, et où il fait l'éloge du sacrifice. Et donc, il aura une position un petit peu ambiguë pendant la guerre, enfin ambiguë pour certains, moi je peux la comprendre. Il n'est pas gaulliste, il considère les gaullistes comme un groupe de particuliers, il ne comprend pas, pendant très longtemps, il ne comprend pas la prétention du général de Gaulle à vouloir représenter la France.
Et d'ailleurs, effectivement, on voit bien historiquement que le général de Gaulle va mettre longtemps finalement à être reconnu comme le représentant de la France, hein, voilà, c'est juste à partir de mai 43 et de novembre 43 sa position commence à s'affermir en Afrique du Nord. Et même à ce moment-là, même après la reconnaissance de Gaulle par le Conseil national de la résistance, Saint-Exupéry finalement ne se ralliera jamais vraiment à de Gaulle. Et même s'il n'est pas pétainiste, il considère aussi que malgré tout, l'armistice a probablement protégé une bonne partie de la France d'un destin funeste. Et donc, il est brocardé aussi bien par les vichistes que par les gaullistes. Donc, il est très isolé à la fin de la guerre. Et non, je l'ai plus. Vas-y. Non, j'ai plus. Non, tu as plus de. D'accord. Et donc, il est très isolé à la fin de la guerre. C'est un peu improvisé, mais nous, on aime bien. On est un peu comme ça. Et non, ce que je voulais vous dire, c'était puisque. Mais tu as commencé par la fin, donc on sait comment ça finit. Hein. On sait comment ça finit, mais on ne sait pas forcément pourquoi ça finit. Vas-y, pourquoi. Voilà. Et donc, moi, je vais vous donner mon point de vue. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Alors. Il faut parler aussi un petit peu de spiritualité et de religion. Il a eu une éducation chrétienne, hein, Saint-Exupéry, mais il dit qu'il a perdu la foi quand il était à la Villa Saint-Jean à Fribourg, dans l'adolescence. Par contre, il a toujours conservé une grande spiritualité. Pour lui, les choses de l'esprit avaient beaucoup d'importance, mais au sens large, les choses de l'esprit, les productions de l'esprit, et le rapport aux autres êtres humains, à la terre, aux animaux, toutes ces choses-là avaient de l'importance pour lui. En revanche, à la fin de sa vie, je pense que revient un petit peu certains préceptes du christianisme, notamment la valeur du sacrifice, et il se sent coupable d'avoir été aux États-Unis pendant la guerre, de s'être exilé, d'avoir d'une certaine manière abandonné un petit peu les siens. Donc il veut à toute force reprendre le combat et un petit peu se racheter d'une certaine manière de cette faute. Et il écrit des choses relativement explicites à cette époque dans ses lettres. Et on voit bien qu'au moment où il revient au combat en 1943 et puis ensuite en 1944, il fait vraiment tout pour voler, pour faire les missions les plus difficiles, et à chaque fois qu'il revient de mission pour repartir, il vole autant en 3 mois que ses camarades ont volé en 1 an. Donc je ne pense pas qu'il est allé se suicider, mais par contre, j'ai le sentiment qu'il était prêt pour une forme de don de sa personne, et qu'il a été la chercher, cette issue tragique. Il a été se laisser cueillir d'une certaine manière, même si on ne saura jamais vraiment comment il est mort. Hein. On sait que son avion a chuté dans la mer, mais même si un Allemand a prétendu l'avoir abattu, son témoignage n'est pas, à mon sens, tout à fait digne de confiance. Déjà, il a fait cette révélation en 2006, donc c'est quand même très tardif. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Et il y a un certain nombre de choses dans son témoignage qui sont, à mon sens, sujets à caution. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'à la fin de sa vie, il écrit des très belles lettres, et il y a des échanges avec sa femme, Consuelo, qui sont magnifiques, même si quand il était à New York et qu'elle l'a rejoint à New York, quand ils étaient ensemble physiquement, c'était invivable. Et bien quand ils sont loin des yeux, on dirait qu'ils se rapprochent au niveau du cœur, et il lui écrit des lettres très belles. Alors je vais vous en citer un passage. « Je suis vieux, orphelin, sans sœur aînée et sans enfant. Vous me manquez de toutes les façons du monde. J'ai peur pour vous, j'ai peur pour moi. J'ai peur du nombre d'étoiles et de la nuit et de la mer et des révolutions et des guerres et de l'oubli. Je préfère mourir bien vite, plutôt que de ne pas savoir où vous trouver. Je suis trop vieux pour courir, trop pour attendre le soir, trop vieux pour ausculter tous les bruits de la ville de ma fenêtre quand vous tardez, trop vieux pour vous perdre, fût-ce 1 heure, parmi les millions et les millions d'habitants de cette saloperie de planète où l'on est, à attendre, tellement malheureux. J'ai besoin tout de suite d'un paradis où tout soit sûr, qui est inchangeable pour l'éternité, où l'inflexion de votre voix ne change plus, ne menace plus de changer, où vous ne soyez plus distraite et mobile et embrouillée. Ma moisson d'or, j'ai tellement besoin d'être engrangé auprès de vous, d'être rentré. J'en ai assez, ma bien-aimée, de toutes les pluies du dehors, de toutes les foules, de tous les hommes, de toutes les femmes.
J'ai besoin d'être un avec toi pour me reposer. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, oui. Où et quand le Petit Prince? Où et quand le Petit Prince? Alors, aux États-Unis, quand il est en exil à New York, 1942, été, automne 1942, la gestation du Petit Prince, qui fait à cheval, on va dire, sur un endroit qu'il a loué avec Consuelo qui s'appelle la Bevin House, qui est sur Long Island, un peu loin de Manhattan, et puis l'appartement d'une amie, maîtresse, journaliste qui s'appelle Sylvia Hamilton, à laquelle d'ailleurs il donnera le manuscrit du Petit Prince en quittant New York en avril 1943. Voilà. Et donc le Petit Prince, semble-t-il, c'est sur une suggestion de son éditeur américain, Curtis Hitchcock, parce qu'il faut savoir que Saint-Exupéry, il avait, bon là, c'est vrai sa personnalité est tellement riche qu'une heure c'est loin d'être suffisant, mais il avait énormément de talents, et notamment parmi ses talents, il dessinait sur les tables des restaurants un peu partout. Il y a Gallimard qui a sorti il y a quelques années un ouvrage où on voit beaucoup de ses dessins. Et donc il dessinait un petit bonhomme avec une chevelure voilà, un peu touffue comme ça. Et son auditeur, c'était une époque où il n'avait pas un gros moral quand il était aux États-Unis, et il lui a suggéré d'écrire l'histoire de ce petit bonhomme. Il a dit, mais pourquoi vous n'écririez pas son histoire? Voilà, et je pense que l'histoire, il l'avait déjà un petit peu dans la tête. Et donc, en quelques mois, il a écrit le Petit Prince, qui est sorti d'ailleurs aux États-Unis d'abord, et en France bien plus tard, en France en 1946. Et j'ai appris qu'il voulait le sortir en 1945. À l'époque, il y avait une pénurie de papier. Il n'a pas pu sortir, et donc il est sorti bien plus tard parce qu'au sortir de la guerre, il n'y avait plus de papier. Et c'est quand même le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Ouais, alors bon, il y a quand même le Coran, le petit livre de Mao, au sommet de la pyramide. Vu, hein. Mais ça fait partie le deuxième peut-être pas. 200 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais. C'est quand même hallucinant. Oui, ça fait partie des ouvrages les plus vendus. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et donc effectivement, Saint-Exupéry, c'est l'auteur français, on va dire, le plus dans le monde. Et juste là-dessus, parce que ça il avait une espèce d'angoisse de trouver un langage pour parler aux hommes. Je pense qu'il se sentait investi d'une mission, d'une certaine manière. Il avait envie et besoin de... Voilà, et donc, avec Le Petit Prince, c'est peut-être pas le livre auquel il avait pensé, parce que je pense qu'à la fin de sa vie, il misait beaucoup sur Citadelle, qu'il a écrit pendant des années, et qui était vraiment son livre posthume, mais c'est avec Le Petit Prince, manifestement, qu'il a touché un peu à l'universel, et qu'il a su parler aux hommes. Voilà. Et oui. Pourquoi est-il parti aux États-Unis? Parce que quand l'armistice a été décrété en France, a été signé, il a été démobilisé, et donc là se posait le choix. Bon, il pouvait effectivement rester en France, il y a des écrivains qui sont restés, avec toutes les difficultés qu'on a connues voilà, par rapport à la liberté d'expression. Et donc lui, il s'est posé la question, où est-ce qu'il fallait aller? Certains l'ont recommandé d'aller rejoindre De Gaulle à Londres. D'autres pensaient que le combat, il fallait le faire en France. Jean Prévost est resté en France, il s'est engagé dans la résistance, il est mort le lendemain de Saint-Exupéry. Ils sont morts à distance dans le Vercors, il faisait partie du maquis du Vercors. Donc Saint-Exupéry, il a pensé que son avenir était aux États-Unis. Il avait déjà sorti Terre des Hommes en 1939, qui avait eu énormément de succès. Aux États-Unis, il était célèbre. Ouais. Saint-Exupéry, c'était le Français le plus connu à l'époque, c'était vraiment une célébrité. Donc peut-être qu'il imaginait qu'il avait plus de choses à faire là-bas, et notamment de convaincre les Américains de rentrer dans la guerre. C'était aussi un petit peu l'idée qu'il avait quand il est parti, et d'ailleurs il pensait ne rester que quelques mois aux États-Unis et puis rentrer ensuite. Et en fait, il y est resté 2 ans, plus de 2 ans. Voilà. Mais aussi, ça explique que il est là-bas, mais en même temps, il est très mal à l'aise. Il est rongé par ce sentiment de culpabilité de ne pas être là où peut-être il faudrait être. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez, merci beaucoup pour votre à vous.